Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Comme il l'a si bien annoncé, nous avons le plaisir de recevoir l'honorable député Moustapha Guirassy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, question provocation pour débuter. Est-ce que vous êtes toujours de Yewwi Askan Wi? On vous entend presque plus. Absolument, toujours de Yewwi Askan Wi. On ne m'entendait pas parce que j'étais dans les champs. L'hivernage s'est bien installé à Kédougou. Et je suis depuis quelque temps dans les fermes agricoles. Donc ça, c'est une première explication. L'autre explication, c'était connu de tout le monde. Donc il y avait quelques petites difficultés au sein de notre coalition, mais des difficultés que nous sommes en train de gérer. Mais nous restons acteurs de cette coalition-là et fortement mobilisés dans cette coalition et pour le pays. Oui, fortement mobilisés, mais vous étiez déshabillé, entre guillemets, je veux dire, de vos fonctions dans la coalition. Pourquoi? Oui, je l'ai fait parce que il y avait un moment, il y avait un malaise connu de tous. Le malaise est surmonté? Oui, on est en train de le gérer. Vous savez, quand on revendique le droit de manifestation, quand on l'exige de l'État, au sein d'une coalition aussi, on a la possibilité donc de s'indigner et de manifester en fait sa désapprobation lorsqu'il y a un management qui ne nous convient pas, et ainsi de suite. Mais c'est juste normal dans le fonctionnement d'une organisation, d'une coalition. J'en fais pas un drame, nous n'en faisons pas un drame, c'est juste normal pour une démocratie interne, donc au sein d'une organisation. Oui, même si vous semblez vous en accommoder, mais non, est-ce que vous vous retrouvez dans ces logiques de coalition finalement? Oui, mais c'est important votre question, permettez-moi, parce que là j'ai enfin une occasion de clarifier les choses. Quand on faisait cette sortie pour dire qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas bien au sein de la coalition, ce n'était pas lié à des problèmes de positionnement niveau 1, niveau 2, pour être député. Non, je pense que nous sommes tous des responsables et l'enjeu se situe ailleurs. Vous savez, en management, on parle de PODC. Donc, planifier une vision, et après on se donne les moyens, on organise, après on dirige, après on contrôle, si on atteint donc cette vision ou ces objectifs. Lorsque le premier palier important, l'organisation qui doit porter cette vision-là, c'est-à-dire le Parlement déjà, c'est un premier palier. Alors, le choix des hommes qui doivent être au Parlement, au sein de ce Parlement, non, c'est pas par rapport à des critères rudimentaires de temps de poste pour tel parti, tant de poste pour un autre parti. Je m'attendais à ce que les critères, en fait, obéissent à d'autres normes de performance par rapport à l'offre de gouvernance, par rapport, en fait, à une vision commune. Et c'est là qu'on sert aux Sénégalais chaque fois que nous nous adressons aux Sénégalais. Donc ça, c'est le point le plus important, surtout, par exemple, lorsqu'on parle de liste nationale. Je disais d'ailleurs au sein de notre coalition qu'il fallait une territorialisation des candidatures. Quand on parle de liste nationale, on s'attend à voir toutes les composantes d'une nation. Toutes les composantes d'une nation. On veut transformer. Là, ce sont des rendez-vous extrêmement importants. Lorsqu'au sein de la coalition, j'ai le sentiment que ceci n'a pas été respecté, après qu'on me dise qu'il y a eu un mandat qui a été donné à une personne, je dis non. Et que tous les leaders voulaient finalement figurer sur la liste nationale. En tout cas, selon leurs arguments, on a entendu... Oui, il y a certains, comme moi par exemple, j'ai choisi donc d'être sur la liste nationale. Mais justement, vous êtes un leader parce que local assez bien ancré. Pendant 25 ans... Pourquoi vous n'avez pas voulu être sur la départementale? Parce que il était stratégique, plus important pour moi, par rapport aux forces sur place en jeu, donc au niveau de Kédougou, les gens du PASTEF, les gens du Taxawu Sénégal et d'autres partis, pour qu'il y ait une cohabitation saine et pour que tout le monde puisse se retrouver, il était plus important, plus stratégique pour moi de faire cette proposition-là, la coalition. Donc, pendant 25 ans, mon leadership au niveau de Kédougou, je pense que je n'ai pas à le démontrer. En 2017, contre toute attente,
les résultats étaient là. Donc c'est presque 63% contre toute attente. Il n'y avait que 3 départements qui avaient remporté chez eux. Donc je faisais partie de ces départements-là. Donc je n'avais pas de problème de leadership à Kédougou. Mais c'était un problème justement d'alchimie, d'organisation pour atteindre des objectifs. Donc il y a d'autres aussi, à Mbaké, ceux qui étaient à Thiès, et d'autres dans d'autres localités, pour des raisons qui étaient similaires à la mienne, avaient choisi donc d'être sur la liste nationale. Mais d'autres aussi avaient choisi, comme celui-là de Mbaké, avaient choisi d'être sur la liste départementale et pourtant il n'a pas été suivi. Mais encore une fois, donc je ne voulais pas revenir sur ces détails-là parce que on veut fermer et dépasser cela. Mais c'est juste pour clarifier. Mais détail important. Oui, mais important parce que, vous savez, il ne s'agit pas de la coalition Yewwi Askan Wi, il s'agit du pays et du Sénégal. Exactement. Donc, des fois, quand des sujets aussi importants qu'un parlement, le choix des hommes, les critères pour le choix des hommes dans un gouvernement, dans un parlement, lorsqu'on les néglige en ramenant cette question-là simplement à des questions de positionnement ou de place, malheureusement, ce n'est pas la lecture que j'en fais. Beaucoup ont voulu transformer la chose donc sous cet angle-là. Et c'est malheureux. C'est parce qu'on se retrouve après à l'Assemblée nationale, on se retrouve dans un gouvernement, on se pose la question quant à la qualité des hommes qui sont dans ce Parlement-là. Donc, quand on a une offre, une vision, il est important de mettre en avant les critères. Et les critères, encore une fois, pour une coalition, je refuse de m'arrêter à des critères en termes de parti. Je pense qu'aujourd'hui, 21e siècle, et les enjeux, les problèmes que nous avons, nos critères doivent être des critères plus intelligents, plus performants pour s'assurer que nous offrons au pays quelque chose de plus prestigieux, de plus impactant, capable donc de transformer, comme nous le voulons, notre pays. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que finalement, vous ne serez pas du prochain Parlement? Non, je suis croyant, ça ne me pose aucun problème. Si j'étais même à la 30e place, pas de problème. Si les critères étaient respectés, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui fait mal, par contre, c'est cette judiciarisation du politique et qui amène, en fait... chaque fois à coup de décret, à coup d'arrêté, donc plus d'espace de respiration démocratique. Et là, on est en train de tuer les processus qui permettaient au Sénégal jusqu'ici d'être un modèle. Donc ça fait très très mal. Quand on est éliminé injustement, parce que justement, il y a une volonté de l'État, il y a une volonté donc de la majorité. Et justement, la tête de liste avait déjà annoncé la couleur sur sa page Facebook, donc... Non, mais moi j'ai un cas, oui, mais j'ai un cas, j'ai vécu un cas à Kédougou. Oui, voilà, votre cas à Kédougou, dites-nous, oui. L'unicité de la liste a été respectée à Kédougou, parce que le préfet, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a bien fait comprendre que puisque vous avez... C'était au local, hein? C'était au local. Oui. Puisque vous avez omis des suppléants, on vous demande des 16 suppléants, vous en avez remis 11, ce qui n'était pas exact, mais c'était son alibi, c'était l'argument. Alors, on invalide toute la liste. Il considérait simplement qu'il y avait une unicité de la liste. Et c'est ce même principe-là qui a été défendu quand nous avons été en appel à la Cour suprême, ainsi de suite. Donc, à tous les niveaux, on est revenu sur l'importance et sur... on ne peut pas le négocier, l'unicité de la liste. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, pour les élections législatives, et qu'au niveau du Conseil constitutionnel, malheureusement, ce qui était une règle lors des élections locales, ne l'est plus, ça fait très mal et je trouve que c'est juste la politique. C'était une façon d'éliminer aussi des adversaires. Et ça, je le trouve injuste. Et quand nous sommes éliminés et on refuse qu'on soit au Parlement pour ces raisons-là injustes, ben ça fait très très mal. Alors comment vous analysez la décision de Yewwi Askan Wi, déjà de surseoir à la manifestation qui était prévue ce mercredi 29 juin, mais également d'aller finalement aux élections avec la liste... C'est une décision extrêmement sage. Et cette sagesse, c'est une dimension importante du leadership. Vous savez, il y a beaucoup qui pensent que le leadership, il faut l'exercer par rapport à son intelligence, par rapport à ses connaissances techniques, par rapport à son arsenal juridique, ses décrets, ainsi de suite, ou son système d'information. Mais le vrai leadership, il ne peut s'exercer véritablement, avoir un impact qu'au niveau de la sagesse. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est un rapport de force remporté finalement par l'État? Non, il faut vraiment avoir un niveau très bas et puis une analyse extrêmement... c'est dommage pour un pays
on a besoin justement de ce type de sagesse-là. C'est-à-dire quand on sent le pouls, quand on est en relation avec les populations et qu'on sente que c'est pas le moment, qu'on sente qu'il y a les fêtes de Tabaski, il y a des commerçants, il y a des marchands ambulants et qu'on décide simplement d'en tenir compte, je pense que c'est juste de la hauteur, de l'élégance et de la sagesse. Et justement cette sagesse-là, je le répète, j'interpelle encore une fois le chef de l'État. C'est à ce niveau-là que je l'invite. Finalement, qu'est-ce que vous reprochez, vous, Moustapha Guirassy, au président Macky Sall? Le président Macky Sall, je lui reproche deux choses. La première, c'est la conscience historique. Il ne met pas en avant l'histoire. Il oublie Maître Abdoulaye Wade. Il oublie Diouf. Il oublie que Senghor était passé. Et que bientôt, il sera dans l'histoire. Et par rapport à cette conscience historique, il y a des actes à ne jamais poser. Il y a plus profond dans les décisions. Et cette hauteur et cette sagesse manquent beaucoup dans les décisions donc, du chef de l'État. Et entre le choix, quand il faut choisir, entre le père de la nation, être un chef de l'État, ou bien être un chef de parti, très souvent j'ai vu le président de la République choisir donc l'autre camp, être un chef de parti. Et ça c'est dommage. Je disais en 2019, quand le président a remporté les élections, la une de l'Obs, j'avais fait un article en disant il faut absolument que le chef de l'État se détermine par rapport au troisième mandat. Toute cette situation que nous sommes en train de vivre résulte simplement de ce silence sur ce sujet important du troisième mandat. Le chef de l'État entrerait dans l'histoire, construirait un État, renforcerait les fondamentaux de l'État du Sénégal s'il acceptait tout simplement, et aujourd'hui même, de dire aux Sénégalais que je ne suis pas candidat. Donc cette situation de stress, de tension, c'est le chef de l'État, tout simplement parce qu'il avait dit aux Sénégalais, je ne serai pas candidat. Actuellement, il y a un doute, il y a une hésitation, il y a un silence entretenu, et cela n'apaise pas, ça ne profite pas, ça ne permet pas justement d'aller donc vers des situations apaisées et une gouvernance apaisée. Et de jour en jour, on voit que la tension est très très forte. Et ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est que le chef de l'État, économiquement, n'arrive toujours pas à transformer ce pays. Il y a beaucoup de buzz. Il y a beaucoup de... Pour vous, il n'a pas fait assez de réalisations? Non, les réalisations sont isolées. C'est un stade par-ci, par-là. De l'autre côté, vous avez le terre. De là, vous avez une autre infrastructure. De très belles infrastructures, de beaux joyaux. Mais ce n'est pas ça le développement. Le véritable développement, c'est aller dans le sens de l'équité territoriale. Ce qui manque au Sénégal, c'est cette équité territoriale. Ce qui manque, c'est cette justice sociale. Ce qui manque, c'est la redistribution. Ce qui manque, c'est une véritable transformation. L'agriculture dans ce pays, c'est des balbutiements. Mais franchement, ce pays-là, on n'a absolument rien appris du Covid. Les grandes leçons, les grandes théories, les grandes décisions qui avaient été prises au lendemain donc, de cette crise-là, malheureusement, absolument rien n'est en train d'être fait. Les cash transferts, paiement, PUDC, tout ça, ça ne passait pas à l'équité. Encore une fois, le chef de l'État est en train... En fait, on n'est pas dans le bon wagon, on n'est pas dans le bon train. Donc, ce n'est même pas une question de vitesse, c'est une question de direction. La direction n'est pas bonne. Il n'y a pas de véritable transformation. Dans aucune région du Sénégal, vous avez une industrie, en fait, une tête de file, d'un point de vue économique, qui transforme, qui permet en fait de tirer tout le monde dans une direction. Aucune région n'a cette autonomie, n'a une industrie, n'a un secteur, en fait, qui lui permet de rayonner, d'être autonome et de se différencier. Et c'est là où le Sénégal, justement, est en train de s'appauvrir tous les jours. J'entends très souvent à l'Assemblée nationale le PIB qui a augmenté, nous sommes beaucoup plus riches. Oui, nous sommes beaucoup plus riches, c'est tout à fait normal, mais en même temps, les individus sont plus pauvres. Et les indicateurs de performance, justement, il ne faut pas les mesurer en termes d'infrastructures réalisées, il faut les mesurer en termes donc de bien-être, le bonheur de chaque Sénégalais. Regardez ce qui s'est passé dans le secteur de la santé récemment. Oui, au même moment, on me présentera beaucoup d'hôpitaux, partout, dans tous les pays, mais vraiment de 4 étoiles, 4e génération, 5e génération, mais au même moment, mais on n'a jamais vécu des situations aussi dangereuses, inquiétantes dans le secteur de la santé. Alors, donc il y a un problème de fond, il y a un problème de rapport au développement, rapport au bonheur des Sénégalais, de transformation réelle, endogène, qui puisse permettre donc à la majorité des Sénégalais de s'en sortir. Alors avant de revenir à la politique, pour
peut-être voir comment, comme le titre l'indique, renouer le fil du dialogue. Je vais vous retorquer qu'aux États-Unis, première puissance économique, c'est également le cas. Le pays s'enrichit de plus en plus, s'endette également, mais il y a de plus en plus de pauvres et de homeless. Oui, il y a plus de pauvres et de homeless parce que c'est lié aussi à l'immigration, etc. Mais les deux pays ne sont pas comparables, de grâce. Bon, on aime bien comparer non, mais c'est souvent ce qui se passe en France, aux États-Unis, ailleurs. Au Sénégal, il n'y a aucun secteur, je ne parle même pas des secteurs. Je ne vois pas d'équité territoriale, je ne vois pas de région émergente. Je ne vois pas de région avec une... Alors dites-nous rapidement comment renouer le fil du dialogue, comme vous avez dit. Le vrai fil du dialogue, il faut un leadership endogène. Vous savez, quand je vois le chef de l'État aller à Tivaouane, aller à Touba, on y va souvent pour injecter de l'argent, donner de l'argent, et réaliser encore une fois une ou deux infrastructures. Mais jamais on ne va dans ces lieux saints pour justement prendre des orientations. Et c'est là, un pays comme le Sénégal, où il y a des sources d'inspiration qui permettront en fait d'avoir des politiques endogènes, qui ont un ancrage extrêmement fort. Malheureusement, on est en train de se déconnecter de cela. Donc, le fil du dialogue, il faut un président de la République, père de la nation, chef de l'État, qui accepte de mettre en avant les intérêts de l'État et qui a une conscience historique et qui sait que dans 1 an ou 2 ans, il ne sera plus président de la République. À partir de là, qu'il ait un comportement et une attitude de père de famille pour parler et dialoguer avec tout le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a les institutions qui dépendent de ce chef de l'État, qui redonnent à ces institutions toute leur dignité, surtout la justice. Parce qu'un pays sans la justice, un pays où il y a une politisation aussi du judiciaire, ça fait peur et ça inquiète. Ce qu'on vous reproche sur ce point, vous politiques, c'est souvent quand la décision est en votre faveur, vous applaudissez. Quand elle est... Non, la question est plus profonde. La question est, je ne parle pas en sachant, je ne parle pas en politique. Je parle comme un Sénégalais lambda, comme on dit. Je pense que nous avons... c'est la perception souvent que... C'est cette perception-là que les gens ont, et le chef de l'État doit simplement entendre et savoir écouter. C'est cette humilité. Je reviens à la sagesse. Elle est importante. Parce qu'avec cette sagesse, le président de la République développerait en fait d'autres valeurs telles que la valeur de l'écoute. Aujourd'hui, le président a cessé d'écouter. Et dans tous les pays environnants de la sous-région, partout où il y a eu des éclatements, partout où il y a eu des tensions, partout où il y a eu des crises, c'est que le président a coupé tout court avec ces valeurs-là qui peuvent apporter ou amener une différence et amener de la paix, amener de la stabilité. Donc, dans un pays, quand on interdit des manifestations, quand il n'y a plus cette capacité de s'indigner, comme disait l'autre, quand un peuple perd cette faculté de s'indigner, ce peuple-là est perdu. Donc, permettre à ce peuple de pouvoir s'indigner, de pouvoir manifester, quand on veut étouffer et boucher cela, mais c'est tout simplement encourager la violence. La colère, ce n'est pas un sentiment qu'il faut refouler et qu'il faut interdire parce que c'est humain. Mais ce qu'il faut par contre interdire, c'est la violence. Mais il n'y a rien de plus violent que de vouloir dire non, de pouvoir s'opposer ou de dire ce que l'on pense et qu'on n'en ait pas le droit parce que par coup de décret arrêté. Je pense que le chef de l'État devrait absolument revoir donc sa méthode, sa façon de faire et qu'il soit beaucoup plus sage, beaucoup plus à l'écoute des Sénégalais et qui ramène cette paix-là. Ça dépend beaucoup plus du chef de l'État que de l'opposition. À l'opposition, maintenant, il y a aussi des choses à dire. Cette opposition doit être davantage à l'écoute des Sénégalais, comme nous l'avons fait hier ou ce matin, en comprenant la volonté des Sénégalais, leur désir, on décide tout simplement de surseoir à une manifestation. Donc, ce va-et-vient et ce dialogue entre l'opposition et les masses, les Sénégalais de façon générale, ce dialogue-là doit être permanent et renforcé. Il ne faut pas interrompre ce dialogue-là, il ne faut pas souffrir du même vice et développer les mêmes vices, les mêmes comportements que l'on voit, que l'on désapprouve aujourd'hui du côté donc du pouvoir. Il faut absolument une opposition beaucoup plus responsable et nous allons y travailler. Nous y travaillons donc au niveau de la coalition Yewwi Askan Wi et je pense que la décision aussi de la coalition qui est très importante d'aller aux élections, là le défi est important et là la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi avec des suppléants, une liste de suppléants, là ça va être un signal extrêmement fort pour le président Macky Sall parce que nous passerons, nous gagnerons,
nous serons majoritaires à l'Assemblée nationale. Et en ce moment, je pense qu'avec beaucoup plus d'humilité, il acceptera tout simplement de renoncer à ce projet-là du troisième mandat qui est en train progressivement d'installer le Sénégal, le pays, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire tout ça finalement pour ça on aurait pu commencer par cela, aller aux élections avec la liste des suppléants. Non, du tout. Ça a coûté plusieurs manifs, plusieurs morts, pour finalement accepter... Non, pas pour finalement ramener la chose à ce niveau-là, ce serait dommage. C'est vraiment caricaturer, simplifier les choses. Mais je suis désolé, monsieur le ministre, honorable député, mais le Sénégalais lambda, justement, réfléchit comme ça. Non. Le Sénégalais lambda... Sénégalais lambda. Les Sénégalais lambda ont manifesté. Les Sénégalais lambda ont protesté. Les Sénégalais lambda n'étaient pas d'accord avec la décision de la Direction générale des élections, ni avec les décisions du Conseil constitutionnel. Donc ça, les Sénégalais l'ont montré. Ce n'est pas une poignée de leaders, ce n'est pas une poignée d'opposants, mais c'est une réalité vécue par les Sénégalais qui ont dit non. Donc, in fine, quand après 2-3 manifestations, on constate qu'il y a des morts et que nous sommes à la veille d'une fête assez importante pour les Sénégalais, qu'on décide simplement de surseoir, ben non, il faut avoir une autre lecture. Non seulement de surseoir, mais d'aller aux élections. Oui, je dis avec la liste des suppléants. D'aller aux élections, parce que je disais tout à l'heure que nous sommes à l'écoute des Sénégalais. Et être à l'écoute des Sénégalais, c'est de comprendre simplement que nous avons en face de nous un chef de l'État, un président de la République, qui prend trop de risques, et des risques que nous ne sommes peut-être pas prêts à prendre. Des risques pour tuer des hommes, tuer nos enfants, des risques pour installer le pays dans une instabilité extraordinaire. Nous ne sommes pas prêts à prendre ces risques-là. Et donc, nous discutons tout le temps. Et après discussion, il y a des décisions sages qu'il faut prendre. Et parmi les décisions sages, c'est d'aller aux élections et de montrer justement avec les Sénégalais que nous sommes capables de renverser la chose et les décisions. Et à l'Assemblée nationale, que la coalition Yewwi Askan Wi et de façon générale, l'opposition sera majoritaire. On ne pouvait pas terminer sans évoquer cela. Les 10 ans de perchoir du président Moustapha Niasse. 10 ans, il va... quitter donc la tête de l'Assemblée nationale avec la dernière session plénière demain, avant la clôture de la session. Vous, quel bilan est-ce que vous tirez du passage de Niasse à la tête de l'Assemblée nationale? D'abord, le président Niasse est un père à moi. Je voudrais prier pour lui, que Dieu lui prête longue vie. Amen. C'est un père qui m'a beaucoup chéri et qui était un ami à mon défunt papa. Et chaque fois qu'il me voit, c'est ce qu'il me rappelle. Donc, je ne peux que prier pour lui et garder les bons souvenirs que nous avons entretenus, donc en dehors de l'hémicycle, mais aussi au sein de l'hémicycle. Je sais que c'est un homme pieux, c'est un homme qui aussi aujourd'hui vit autrement la politique et vit autrement certainement le Sénégal. Et je pense qu'il faut le laisser peut-être continuer à vivre de cette façon-là le Sénégal avec plus de sagesse. Et en tout cas, je lui souhaite longue vie. Et je garde les bons souvenirs que j'ai de lui à l'Assemblée nationale et puis en dehors de l'Assemblée nationale. Que Dieu le garde. Merci beaucoup, Moustapha Guirassy. Merci. Merci à vous également, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. Merci.